Ici en bas, c'est Nazaré. Tu sais, l'endroit où il y a la fameuse vague mondialement connue, les surfeurs, tout ça, tout ça. Enfin bon, aujourd'hui je te l'accorde, question vague, ça serait limite calme plat et mer d'huile quasiment. Enfin disons qu'à défaut de voir la grosse vague, on a ses petites sœurs. Ah oui, c'est normal, la vague en question, la période, la saison, c'est grosso modo d'octobre à mars, et là nous sommes dans les tout derniers jours de mars. Résultat, vague a pu. Mais c'est pas grave, il y a plein de choses à voir aux alentours de Nazaré. Si tu viens par ici, la région est riche d'histoire, de paysages. Il n'y a pas que la vague qui sera peut-être là, peut-être pas là. Alors j'ai pour toi aujourd'hui les 6 lieux incontournables à ne pas rater si tu viens à Nazaré. Et si tu restes jusqu'à la fin, il y aura même un bonus. Puis je vais te dire un secret. Contrairement à beaucoup de vidéos de ce type, ce ne sont pas des lieux que je connais pas, pour lesquels j'aurais fait quelques recherches, quelques images, des trucs comme ça. Non, ce sont des lieux que je suis réellement allé visiter moi-même. Et à peu près 95% des images que tu vas voir dans cette vidéo sont mes images à moi que j'ai tournées pour toi. Allez, on attaque. À Bataia, à une demi-heure de route de Nazaré, tu pourras admirer un superbe monastère du XIVe siècle, un bâtiment particulièrement important pour l'histoire du pays. Le Convento de Santa Maria da Victoria est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ce nom da Victoria? Tout simplement parce qu'il a été bâti pour commémorer la victoire portugaise sur les Espagnols, plus précisément sur les Castillans. À l'époque, l'Espagne n'était pas unifiée comme aujourd'hui. Il s'agit de la bataille d'Aljubarrota en 1385. C'est lors de cette bataille que les Portugais ont gagné leur indépendance face à la Castille. Et la statue que tu peux admirer devant le monastère n'est autre que celle du général qui a gagné la bataille, et donc l'indépendance du pays, Nuno Álvares Pereira. C'est donc cette année-là que la construction du monastère a débuté. Les premiers dominicains s'y installèrent en 1388, soit seulement 3 ans après le début de la construction. Mais le bâtiment que tu peux admirer aujourd'hui a nécessité environ 150 ans pour être bâti via diverses campagnes de construction au fil des années et au fil des souverains. La visite de l'intérieur est payante et je n'y suis pas entré. Je peux comprendre qu'on fasse payer les touristes pour financer l'entretien du lieu, ça oui. Mais à 15 € le billet, sincèrement, ils exagèrent. Du coup, cette photo provient de Wikipédia. Après, si tu as un peu de temps devant toi, je vais te donner une astuce pour le visiter gratuitement. Et ça vaut d'ailleurs pour n'importe quel autre bâtiment religieux. Et là, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais tant pis. Je te la donne quand même. Attends qu'on y célèbre un office. Car on ne peut pas faire payer les fidèles qui viennent prier. Entre au début de l'office et reste au fond. Naturellement, ce n'est pas le moment de sortir tes caméras. Tu te fais discret. Un peu de respect, c'est normal. Mais du coup, une fois l'office terminé, au moment où les touristes vont à nouveau devoir entrer et payer, eh bien, toi, tu seras déjà dedans. Óbidos, et non pas Abydos, les fans de Stargate comprendront pourquoi le nom m'a frappé. Située à 40 km au sud de Nazaré, cette ville fortifiée tire son nom du latin oppidum, qui signifie ville fortifiée. Bon bah au moins comme ça, la situation est claire. Le gros intérêt ici, ce sont les remparts et les vues qu'ils offrent. Construite à l'origine par les Maures entre le 8e et le 12e siècle, la muraille a été étendue par les Portugais puis restaurée suite au séisme de 1755. Bon alors là, il vaut mieux pas se louper. Il n'y a pas de parapet, c'est en pente et le seul truc pour se tenir, ça ressemble à un câble électrique. Et en bas, je dirais qu'il y a bien 15 ou 20 mètres de descente.
Não, passa tudo lá dentro. Ótimo. Tá nervosa? Não, imagina. Là, on a un parapet sur 20 mètres, c'est un peu mieux. Mais que sur une vingtaine de mètres. À tout casser. Voilà, c'est... Até a hora de descanso. La rue principale, quant à elle, est remplie de boutiques. Bon, des pièges à touristes, honnêtement, à mon avis. J'ai payé 7,50 € deux malheureuses tartines et un pastel de nata. Mais bon, il fallait que j'avale quelque chose. Tu vas aussi voir partout des panneaux marqués Jinja. C'est un alcool local à base de cerises. Très très doux, très goûteux. Si tu comptais visiter le château par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Il a été converti en hôtel. J'ai entendu une guide expliquer à son client qu'il y a une file d'attente allant jusqu'à 6 mois pour avoir le plaisir de dormir dans une chambre médiévale. Faute de voir l'intérieur du château, il te restera tout de même les superbes portes de la ville qui méritent le coup d'œil avec leur chapelle. Aussi l'aqueduc qui se trouve à l'extérieur de la ville et les deux églises. Avec un peu de chance, tu assisteras peut-être même à un récital de fado. Le marché de Sant'Anna est un endroit immense et surprenant. Un marché à l'ancienne comme on n'en voit plus en France. Les Portugais viennent y faire leurs courses comme dans les années 60 chez nous. Tu y verras notamment des animaux vivants, lapins, poules et autres volatiles. Les Maurice. Et les perruches aussi. Il y a aussi des mini Maurice. Des artisans et tout type de produits. Cela va des couteaux aux rouleaux de tissu, en passant par les équipements pour chevaux ou encore ceci. Alors ça là en France ça serait illégal, ici on te les vend, ce sont des alambics pour faire ton eau de vie toi-même. Ici c'est légal. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la poire? Si, il y en a aussi. C'est aussi un endroit où se retrouver entre amis pour déjeuner. Tu pourras y déguster un verre de vin blanc ainsi que le frango assado, du poulet grillé. Pour le trouver, rends-toi à Venda da Costa Rua de Santo Antonio le dimanche matin. Attention, je te conseille d'arriver tôt. Le parking est vite plein. Et puis, passé 13 heures, le marché commence tout doucement à se vider. Après, ça fait bizarre en fait quand tu l'as vu plein. Bon, et puis ici ou là, tu tomberas peut-être sur un mec qui ne veut pas que tu filmes. Je soupçonne qu'il avait pas dû déclarer son stand aux autorités ou un truc comme ça. Isso aqui não é para filmar. Tu ne t'attends sans doute pas à trouver des salines en plein milieu des terres. Et pourtant, nous sommes à 40 km de Nazaré, aux salines de Fonte da Bica, en activité depuis le XIIe siècle. Ici, on extrait le sel d'une source de saumure et non pas de l'eau de mer. La source est alimentée par un cours d'eau souterrain traversant un gisement de sel qui date du Jurassique. Cette eau est en fait 7 fois plus salée que l'eau de mer. La légende raconte qu'une jeune bergère se serait plainte à ses parents du goût désagréable de l'eau. Et c'est comme ça qu'on aurait découvert la source. La première trace écrite remonte à 1177, juste après la Reconquista. Cependant, il est vraisemblable qu'elle ait été déjà connue et exploitée à l'époque maure, voire peut-être même à l'époque romaine. Aujourd'hui, l'exploitation s'étend sur 22 000 m2,
avec 470 bassins de saumure répartis autour d'un puits de 9 mètres de profondeur. Sur place, tu trouveras des boutiques où tu pourras acheter tout type de produits à base de sel. Par contre, ne te fais pas avoir comme moi par le panneau marqué hydromel. J'en ai acheté une bouteille, le contenu n'a rien à voir avec de l'hydromel, rien du tout, je sais ce que c'est que de l'hydromel, crois-moi. Contente-toi d'acheter du sel, ça vaudra mieux. Le monastère Santa Maria d'Alcobaça, à seulement 15 km de Nazaré, date du XIIe siècle. Là encore, il s'agit d'un monument construit suite à la reprise de la ville sur les Maures lors de la Reconquista. Le roi Dom Alfonso Enrique aurait promis de construire une demeure magnifique pour l'ordre des cisterciens. Sa construction aura pris 76 ans, mais on peut dire qu'il a réussi. À l'intérieur se trouvent les tombeaux du roi Pedro Ier et de sa maîtresse Inès de Castro. Je ne pourrais cependant pas te les montrer, comme à Bataya, l'entrée est payante, 15 € là aussi. Cette photo provient de Wikipédia. Fatima, un sanctuaire chrétien absolument immense, situé dans la ville du même nom à 45 km à l'est de Nazaré. D'ailleurs, lorsque je suis arrivé, le haut-parleur diffusait des extraits de la Bible. Même si je ne parle pas portugais, cela semble assez évident. Conversão por isso, em cada ano, temos uma quaresma. Para nos recordar e para cairmos na conta daquilo que em nós precisa dessa conversão. Quem acredita em Jesus quer ser como Jesus quer que sejamos. E por isso procura... Oui, je sais, un lieu chrétien au nom arabe. Comme une grande partie de la péninsule ibérique, le Portugal a été sous domination maure pendant très longtemps. Et le nom de la ville est en fait celui d'une princesse maure qui fut enlevée par un chevalier chrétien puis convertie au christianisme. Quant au sanctuaire, selon la légende, en 1917, 3 jeunes bergers auraient été témoins d'une apparition. À la suite de quoi, plusieurs milliers de personnes auraient assisté à un miracle, le soleil tournant sur lui-même. Résultat, aujourd'hui, on vient en pèlerinage de très loin. Ici, cet endroit est aussi connu que Saint-Jacques-de-Compostelle ou encore Lourdes en France. Si tu veux le visiter, prévois de bonnes chaussures, l'endroit est absolument immense. Il paraît que les jours de pèlerinage, cette grande esplanade est noire de monde. Enfin les jours, les nuits de pèlerinage, car cela se fait la nuit avec des croix enflammées. Tu trouveras également une partie en sous-sol, mais il semble que ce soit des chapelles, je n'ai pas insisté. À l'une des extrémités, tu verras la basilique Notre-Dame du Rosaire, construite en 1928. Dedans se trouvent les tombes de 2 des 3 bergers, mais par respect, je me suis contenté de rester au fond avec mes caméras. Je ne peux donc pas te les montrer. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Sur le moment, ça surprend. Le feu ne semble affoler personne. C'est normal. Eh oui, c'est normal. On m'a dit que ce feu ne s'éteint jamais. C'est la cire fondue des cierges qui s'enflamme tellement il y en a. D'ailleurs, en parlant de cire, on m'a aussi dit qu'elle serait récupérée pour refaire des cierges derrière. Et dans la même veine, en dehors du sanctuaire, se trouvent de très nombreuses boutiques. Et oui, les affaires se portent bien. La présence du sanctuaire est une aubaine touristique. On te vendra même une soutane si tu veux. Pour aller visiter ces 6 lieux, qui sont entre 15 et 40 km de Nazaré, tu vas devoir passer par les routes de la région. Et franchement, elles sont magnifiques. À moins que tu ne sois très pressé, je te conseille sincèrement d'ignorer les autoroutes et de passer par les nationales et les petites routes. Tu y gagneras au change. Cela vaut pour tout le pays en fait. Je viens de faire la Nationale 2 avec un ami et nous en avons pris plein les yeux. D'ailleurs, un conseil. Lorsque tu passeras la frontière en arrivant, tu vas avoir des portiques réservés aux véhicules étrangers. Ça fait bizarre sur le moment. Le but est de te faire prépayer ton passage sur les autoroutes portugaises. Tu peux tout simplement les ignorer et tracer tout droit.
À moins, encore une fois, que tu ne comptes prendre les autoroutes payantes, mais sincèrement, ça serait dommage. Et puis aussi, je te recommande de prendre le temps de tester la gastronomie locale. Il y a, paraît-il, plus de 365 recettes de morue. Une par jour de l'année. J'en ai testé 2-3, c'est pas mal. Il y a aussi la sopa de piedra ou soupe de pierre, originaire de la ville d'Almerim dans le district de Santarém, non loin de Nazaré. Selon la légende, il y a très longtemps, un moine venu de Santarém se serait arrêté ici et aurait demandé aux habitants l'aumône et une assiette de soupe. Sauf que personne n'avait de soupe à lui donner. Le moine aurait alors ramassé une pierre et demandé à ce qu'on lui fasse une soupe avec. Pas de problème. Il aurait ensuite mis la pierre dans une poêle avec de l'eau. Là, les curieux se rassemblèrent pour voir comment le moine allait bien pouvoir faire une soupe avec une simple pierre. Oh, si seulement il y avait un peu de sel. Et naturellement, quelqu'un lui amena du sel. Avec des haricots, ce serait bien. Quelqu'un d'autre lui amena des haricots. Aucun souci. Et ainsi de suite. Oignons, ail, pommes de terre, légumes, viande, l'un après l'autre. Petit à petit, à chaque fois, un habitant différent lui amena ce qu'il demandait. Et voilà, une excellente soupe partagée avec tout le monde. Moralité, quand tout le monde y met un peu du sien, il n'y a rien qui soit impossible. Et voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et un commentaire me ferait grandement plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis, je tenais à finir en remerciant Jean-Michel, mon compagnon de route sur la Nationale 2, qui m'a emmené visiter sa région et sans qui je n'aurais pas pu réaliser cette vidéo. Je te mets juste là notre aventure sur la Nationale 2, 738 km de belles routes et beaux paysages, comme a dit Jean-Jacques Goldman. Si tu comptes venir au Portugal, franchement, c'est quelque chose à ne pas manquer. Sur ce, moi je file. Lorsque tu verras cette vidéo, je devrais normalement être en Espagne, à la limite de la frontière française.